Aujourd'hui, on va voir les matrices échelonnées. C'est bon, c'est pas très aimé par les étudiants. En même temps, c'est au programme, vraiment explicitement au programme de l'agrégation externe en algèbre. Euh, bon, c'est vrai que le nom n'est pas vendeur. Déjà, matrice échelonnée, ça fait un peu vocabulaire d'inspecteur d'impôt. C'est pas terrible. Euh, je- En plus, c'est pas forcément le mot le plus adroit pour exprimer ce qu'on veut faire. Par exemple, le dire quand on fait de la théorie de la réduction, par exemple, on ne dit pas c'est la théorie des matrices de Jordan, même si au final on va se retrouver avec des matrices de Jordan. Mais on essaye d'expliquer ce qu'on veut faire plutôt que par quels moyens on veut le faire. Euh, bon, il y a des tas d'exemples comme ça, où quand même dans la théorie, bon, on veut connaître le rang, ou c'est la théorie des applications linéaires, ou les formes quadratiques. On dit classification des formes quadratiques. On va pas dire étude des matrices de Sylvester, non. Donc, matrice échelonnée, c'est pas un mot vendeur et il vaudrait mieux le substituer, bon, par une expression, bon, pour l'instant un peu maladroite, mais quand même c'est un peu mieux, classification des systèmes linéaires, voilà, ou classification des sous-espaces de Kn. Donc c'est ces deux notions qui vont être duales. Même si on verra surtout celle-ci, et puis l'autre c'est de la dualité. Voilà. Ou classification, ouais, de la grassmannienne, voilà. C'est des problèmes de classification, et les matrices échelonnées ne sont là que pour être des moyens, des formes normales. En fait, le rôle des matrices de Sylvester, le rôle des blocs des formes de Jordan, etc. etc. Bien, je signale que dans la suite, bah, le corps K, on est sur un corps K quelconque, il n'a aucune influence avec la théorie, parce que ce qu'on va faire, c'est au fond de la méthode de Gauss. Donc il y a pas aucune interaction avec les propriétés du corps. Il peut être algébriquement clos ou pas, il peut être de caractéristiques zéro ou pas, fini ou pas. Fini, c'est intéressant. C'est intéressant parce qu'on va pouvoir compter des choses et c'est toujours intéressant et on comptera. Voilà. Mais pour l'instant, en soi, dans la théorie, il n'a aucune influence. Voilà. Je vais définir les matrices qu'on appelle échelonnées, réduites en colonnes. Voilà. Après, ben, vous verrez les matrices échelonnées en ligne. De toute façon, on a dit qu'on ferait qu'une seule partie, puis l'autre, c'est de la dualité. Vous pouvez voir, bon, alors il y a, je vais amener une référence là. Bah oui, le chapitre 4 de H2G2, histoire hédoniste de groupes et de géométrie, qui en parle avec des exercices, avec des applications dessus. Euh, voilà, alors là, comme c'est un cours en live et en vidéo, je vous laisse justement regarder les références pour voir les définitions. Je vais faire sur un exemple ce que c'est qu'une matrice échelonnée réduite en colonnes. Alors voilà, on est en dimension 6, donc ici on va avoir 6 lignes et on va prendre 3 colonnes. On a ce qu'on appelle, donc on va regarder des matrices, donc quand elles sont en colonne, c'est que lui est plus grand que lui, d'accord? Il y a plus de lignes que de colonnes, pardon. Et voilà, et on va subdiviser les matrices, bon, en colonne, en matrices de type. Alors le type, ici par exemple, dans l'exemple, je dois choisir 3 nombres distincts et ordonnés parmi de 1 à 6. Donc ici je vais prendre 2, 3 et 5.
D'accord? Donc ils sont ordonnés I1, I2, I3, strictement plus petits. Voilà. Et ça veut dire que ce que je vais appeler une matrice échelonnée réduite en colonnes de type 2, 3, 5, d'accord, dans M6, 3, eh ben, c'est les matrices qui vont être de cette forme-là. Alors, regardez ce qui se passe. Je vais mettre un 1 ici en 2, 1, d'accord, 2, 1, en 3, 2, 3, 2, et en 5, 3, 5, 3. Là, là et là. D'accord? Maintenant, tout ce qu'il y a au-dessus d'un 1, c'est toujours nul. Donc, c'est ce que j'ai exprimé ici en AI1. Donc, je pars d'une matrice, pardon, je devrais l'écrire comme ça. C'est l'ensemble des matrices A telles que, qui sont de la forme AIJ, d'accord? Et on a déjà défini où mettre les 1. Ici, on dit qu'on a des zéros si les lignes sont au-dessus, donc pour au-dessus, donc I strictement inférieur à 2, donc c'est ce zéro-là. I strictement inférieur à 3 sur la colonne 2, donc ces deux zéros-là. Et I strictement inférieur à 5 sur la troisième colonne, donc c'est ces quatre zéros-là. D'accord? Mais il y a des zéros ailleurs. Alors les zéros ailleurs, c'est exactement les zéros, donc pour la première colonne, il va y avoir des zéros partout où il y aura un 1. D'accord? Donc ici, il va y avoir un 0 parce qu'il y a un 1 sur la ligne. Ici, non, il n'y a pas de 1 sur la ligne. Ici, vous avez un 0 parce qu'il y a un 1 sur la ligne. Sur la droite. D'accord? Donc maintenant, vous regardez ici cette colonne. Là, c'est 0 et 0 parce qu'on est avant. Et là, vous allez avoir un 0 parce qu'ici, il y a un 1. Voilà. Et le reste, c'est quartier libre. Hein? D'accord. Voilà. Donc, on a défini ce qu'on appelle l'ensemble des matrices échelonnées. Alors, échelonnées, en fait, correspond à cette consigne-là et celle-là. Et réduite, ça correspond à cette consigne-là. Voilà, donc c'est l'apparition de ces trois zéros-là, réduite, d'accord? De type 2, 3, 5, dans M6, 3, voilà. Et bien, c'est l'ensemble des matrices A qui vérifie ceci. Ça veut dire que là où j'ai mis des étoiles, on peut mettre n'importe quel élément du corps, on a quartier libre. Voilà. Alors, la proposition que vous comprendrez très bien, c'est que l'ensemble des matrices échelonnées réduites en colonnes, de type I1, IN, avec I1, IM, donc compris entre 1 et N. Donc là, vous voyez qu'il y a, pour le choix des types, il y a M parmi N, au niveau des choix des types. Et cet ensemble de matrices, ça forme un sous-espace, attention, affine, de RNN. Alors donc, j'assimile l'espace affine des matrices à l'espace Rn fois M, d'accord? Et effectivement, c'est affine, regardez, parce que c'est l'ensemble des solutions d'un système, mais c'est pas vectoriel, d'accord? Parce qu'ici, il y a des 1. Donc, c'est un système linéaire, mais avec des constantes non nulles, ou pas toujours nulles, à droite. Donc ici, c'est un sous-espace affine. Et de codimension, alors je vais regarder sa codimension plutôt que sa dimension, c'est plus naturel, parce qu'il suffit, la codimension, c'est l'ensemble des contraintes indépendantes qu'on a trouvées. Et combien il y a de contraintes? Alors les contraintes, par exemple sur la première colonne, les contraintes, vous en avez, vous voyez, vous en avez I1, c'est-à-dire 2, d'accord? Puis ensuite, M-1, c'est-à-dire les 1 qui restent. Voilà. Donc ça, c'est la contrainte. Et puis pour I2, ici, vous allez avoir I2 contrainte plus M-1 contrainte. Voilà. D'accord? Donc ça veut dire que la codimension, c'est la somme de tout ça. D'accord? Et la dimension, ça va être NM moins ceci. Par exemple ici, quelle est la codimension? Je
je vais le calculer là. Alors la codimension, ça va faire 2 plus m, m c'est 3, 3 moins 1, ça fait 2, plus ici 3, plus 1, plus 5, plus 0. Donc ça fait 4 et 4, 8 et 5, 13. Donc effectivement, vous comptez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 contraintes. Ce qui fait que la dimension, bah, c'est la dimension totale, c'est-à-dire 18, je ne sais plus où l'écrire, 18 moins 13. Donc la dimension, c'est le nombre de degrés de liberté. Et donc 18 moins 13, ça fait 5. Et donc vous voyez bien que vous avez 5 degrés de liberté. Donc voilà. Là maintenant, on a présenté un petit peu les matrices échelonnées réduites en colonnes. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, allons-y pour le théorème. D'abord, quelques notations. On part donc petit m inférieur à n, deux entiers naturels. M, n, L, M, n, c'est les familles libres, d'accord, à m éléments dans Kn. Attention, on est en train de parler de Kn, pas de n'importe quel espace vectoriel de dimension n. C'est, si vous préférez, un espace vectoriel de dimension n, mais où une base est fixée, et elle est fixée une fois pour toutes. Voilà. Ok. Maintenant, le théorème, il dit quoi? Alors, toujours dans les notations, on a L, M, N. On a les matrices M, N, M, attention à l'interversion parce que c'est N lignes, hein, et M colonnes à coefficient dans K, mais avec un petit taux ici qui veut dire que c'est l'ouvert, si on veut, mais en tout cas c'est la partie, c'est l'ensemble des A tels que qui sont là-dedans et qui sont de rang vraiment M, en fait, qui sont donc de rang maximal, hein, puisque M est inférieur à N, le rang maximal c'est petit m, d'accord. Voilà, donc vous voyez que c'est bien en bijection ici, parce que quand on prend une famille libre, ben, je l'ai écrit en colonne dans Kn, d'accord, je l'écris en colonne, donc ici il y a une écriture en colonne, et comme c'est une famille libre, eh ben, on va avoir le rang, hein, de la matrice obtenue, ça va être M. Et inversement, si le rang c'est M, alors c'est que la famille au départ est libre. Hein. Donc ça c'est quelque chose d'assez clair. Ici, on a maintenant, on a la grassmannienne GRMN, c'est l'ensemble, comme d'habitude, l'ensemble des sous-espaces vectoriels, mais de Kn, qui sont de dimension petit m. Voilà. Et puis, ici, on va prendre E, N, M, c'est l'ensemble des matrices échelonnées, réduites en colonnes. D'accord ? Le type n'est pas précisé, hein, on peut prendre ce qu'on veut comme type, pourvu que ce soit de type, hein, vous savez, le type c'est I1, strictement inférieur à I2, jusqu'à I indice M, avec les I qui sont choisis entre 1 et N. Hein, il y en a M parmi N de types différents. Donc là, ça, ce n'est pas précisé. Hein, on prend juste les échelonnées réduites en colonnes. Que dit le théorème? Alors regardez bien. D'abord, on va avoir une application bêta qui a une famille libre, associe l'espace vectoriel qu'elle engendre. Et évidemment, cet espace vectoriel, puisque c'est une famille libre à m éléments, c'est un espace vectoriel de dimension m. D'accord? Et je mets que c'est surjectif, parce que, bon, évidemment, quand on va prendre un sous-espace vectoriel, il possède une base, donc ça, théorème classique, et cette base est une famille libre à m éléments, donc cet espace vectoriel f qu'on a choisi, ce sous-espace vectoriel f qu'on a choisi, possède une base, donc il va y avoir m éléments qui sont dans Kn et qui forment une famille libre à m éléments. Bon. Donc finalement, comme on a une bijection ici que je vous ai décrite, d'accord, hein, on regarde les vecteurs ici
de cette famille en colonne dans Kn, dans la base canonique de Kn. Et on va avoir des matrices NM qui sont de rang maximal. Voilà, donc pareil, hein, donc on va avoir une surjection. Donc ça finalement, c'est un petit peu la même, voilà, c'est un peu la même application. Maintenant, évidemment, c'est surjectif mais non injectif, hein, parce que des bases de F, il y en a plein. Donc comment quotienter tout ça, hein, pour avoir une base? Ben, pour avoir unicité, hein, une base de forme normale, on va dire, ici, ben, on va ici avoir parmi ces matrices-là, ben, les matrices échelonnées réduites en colonnes. Hein, vous vérifierez qu'à cause de la place des 1, une matrice échelonnée réduite en colonne est bien de rang M, dans M, N, M, d'accord? Et là, ici, c'est là qu'il y a un théorème, un vrai théorème, c'est que quand on restreint bêta à cet ensemble-là, eh ben, ça reste encore surjectif, mais cette fois-ci, c'est en plus injectif, c'est-à-dire que on va avoir une bijection. Donc, en gros, hein, qu'est-ce qu'on a? Ça veut dire que pour tous ces espaces vectoriels ici de dimension m dans Kn, on va pouvoir définir une unique matrice échelonnée réduite en colonne, c'est-à-dire une unique base, d'accord, de forme normale, d'accord. Et ça veut dire aussi que on va pouvoir associer à un élément de la Grassmannienne ben, un type, puisque ces matrices échelonnées réduites ont forcément un type. Donc, il va y avoir une espèce de stratification de la Grassmannienne qui est en géométrie algébrique, qui est un objet d'étude central. Voilà.